Une vie, une œuvre, Dogen Zenji, 1200-1253, maître zen, introducteur au Japon de l'école bouddhiste zen Soto. Une émission de Bénédicte Niogré. Par le simple fait que, étant un maître zen, comme tous les disciples zen, il a commencé par se demander qui est soi-même. C'est comme « connais-toi toi-même » de l'oracle de Delphes que Socrate a mis en pratique. Il a posé des questions existentielles. Et il a fait non seulement avec son cerveau, mais avec son corps entier. Effectivement, quand on s'intéresse à la philosophie, comme c'était mon cas à l'époque, on trouve Dogen sur sa route et on pense que Dogen a des réponses à donner à un occidental en quête d'une certaine sagesse. Donc, j'ai de plus en plus cherché à le comprendre dans son contexte historique. En ce monde, qui peut se prétendre être véritable, lequel d'entre nous est-il capable de discerner où finit le ciel bleu? En ce monde, qui peut se prétendre être véritable, lequel d'entre nous est-il capable de discerner où finit le ciel bleu? De la biographie que vous venez de consacrer à Dogen, Jacques Brosse, vous sous-titrez l'ouvrage « Moine zen, philosophe et poète ». Pour nous, occidentaux, ce que trouve Dogen dans la voie par l'éveil et par la méditation sur les textes représente toute une philosophie de la vie très différente de la nôtre, mais qui peut-être, je dirais, sortir la philosophie, c'est mon propos à moi, très personnel, sortir la philosophie de l'impasse dans laquelle elle est depuis plusieurs siècles. Je crois que la philosophie est indispensable à la vie et que nous n'avons plus de philosophie. C'est même plus important peut-être même qu'une religion, d'une certaine manière, cette philosophie-là, qui est essentielle, et qui est l'amour de la sagesse, comme le dit le titre. Mais cette philosophie peut, au contact de l'Orient, où le propos est différent, où l'accent est mis sur la recherche personnelle bien davantage, sur l'expérience surtout, cette philosophie expérimentale peut apporter certainement à la philosophie occidentale ce qui lui a manqué, ou ce qui lui manque. La philosophie est devenue une spéculation d'intellectuels, et spécialement d'universitaires. Elle est en train de changer, c'est vrai, mais elle n'a pas encore trouvé les principes de son propre changement, qui pourrait être tout simplement l'exercice pratique de la méditation. Et c'est ça que Dogen peut remettre, si vous voulez, en valeur parmi nous. L'origine et la fin, ni l'une ni l'autre ne sont vraies. Prêchez-vous-le à vous-même. C'est comme se perdre dans ses pensées, comme ce qui fait se dresser les cheveux quand on rêve. L'origine et la fin, ni l'une ni l'autre ne sont vraies. Prêchez-vous-le à vous-même. C'est comme se perdre dans ses pensées, comme ce qui fait se dresser les cheveux quand on rêve. Nigori naki, kokoro no mizu ni sumu tsuki wa, nami mo kudakete hikari tozonaru. Sur les eaux de l'esprit, la lune paisiblement s'épanouit. Que
Lorsqu'une vague les trouble, elle pénètre jusqu'au fond, et la boue devient lumière. On peut se demander pour qui il écrit, si ce n'est aussi pour lui-même, car c'est vrai que le discours est d'une certaine manière jubilatoire, il travaille sans cesse aux mots. Souvent on a pu comparer Dogen à le travail philosophique, entre guillemets, de Dogen, à celui de Heidegger, notamment justement par ses considérations sur le temps. Bon, moi je trouve que ce parallèle est un peu facile. Néanmoins, comme Heidegger, il a un travail très particulier sur la langue où sans cesse il va adopter des formules grammaticales, des néologismes, des tournures pour essayer d'aller au fond des choses et au fond des mots. Il faut savoir aussi qu'en japonais, mots et choses se disent quasiment d'une manière similaire. Hein. Kotoba, donc la parole, et koto, les choses. Et donc il y a cette identité pour lui entre les mots et les choses, et il veut sans cesse aller jusqu'au bout. Et donc il y a une certaine jubilation dans certains passages, et on peut se dire, mais là, il ne parle pas pour des destinataires, mais il parle pour les mots eux-mêmes, d'une certaine manière. Bernard Faure, vous avez étudié et pratiqué le bouddhisme zen au Japon et maintenant vous enseignez aux États-Unis l'histoire des religions asiatiques à l'université Stanford en Californie. Vous aviez publié il y a quelques années une traduction et un commentaire de Dogen sous le titre « La vision immédiate ». Mais justement, on présente Dogen quelquefois comme fondateur de l'école Soto Zen au Japon et d'autres fois comme introducteur simplement au Japon de ce bouddhisme venant de Chine. Selon vous, quel a véritablement été son rôle? Quand on parle de Dogen, je pense qu'il faudrait en général parler de Dogen en tant que fondateur d'écoles. Les Japonais, en général, le comparent et le mettent en parallèle avec un de ses disciples à la 3e génération, du nom de Keizan Jokin, plus exactement. Et c'est vraiment, en fait, Keizan, si on peut dire, qui a implanté et développé l'école Soto au Japon. Dogen, effectivement, a importé cette école, cette doctrine de Chine, où il était allé l'étudier. Mais au départ, il ne se présentait pas comme un maître de cette école. Il se présentait simplement comme un bouddhiste japonais, bouddhiste zen, puisqu'il avait, ou chan, puisque c'est le terme chinois qui convient plutôt, le mot zen n'étant que la lecture japonaise de cette école, du nom de cette école. Donc Dogen découvre cette école en Chine et effectivement essaie de la faire connaître au Japon. Il est convaincu à l'époque d'être le seul à avoir vraiment compris quelque chose au bouddhisme, mais pour lui il s'agit du bouddhisme de manière générale. Il se trouve que son interprétation du bouddhisme est tellement spécifique que très vite il se rend compte qu'il s'agit en réalité d'un courant, un courant particulier, qui est le courant donc de Tsaodong en chinois, Soto en japonais. Et c'est à partir de là qu'effectivement, il essaie de développer ce courant et de se concentrer vraiment sur ce courant spécifiquement. Et donc, en ce sens, on peut le considérer comme le fondateur d'une école japonaise, dans la mesure où ce courant, tel qu'il le transplante, est quand même très marqué par son influence personnelle. Il en fait quelque chose qui est très différent de ce qu'était le Tsaotong chinois. Donc, il s'inscrit bien sûr dans la continuité avec ce courant chinois, mais il en fait quelque chose de tout à fait différent. Et donc on peut parler d'un Soto zen japonais et de Dogen comme le fondateur de ce zen japonais. Cet esprit offre des fleurs au firmament. Puissais-je en présenter au Bouddha des 3 mondes. Kono kokoro, amatsu sora ni mo hana sonau, miyo no hotoke ni tatematsurabaya. Ce sont surtout les propres écrits de Dogen qui nous renseignent sur sa vie.
Sa première biographie, en effet, ne fut écrite que 2 siècles après sa mort par l'un de ses successeurs, Kensei, au XVe siècle. Mais des imprécisions demeurent quant à sa filiation. Jacques Brosse. Il était relié à la famille impériale japonaise. C'est assez mystérieux. Son père était ministre, certainement. Sa mère était certainement une Fujiwara, donc c'était vraiment la très haute noblesse japonaise. Mais il a perdu son père très jeune, à l'âge de 2 ans, 3 ans. Je dis 2-3 ans parce que nous n'avons pas la même façon de compter ici au Japon. Et sa mère a 7-8 ans. Il est probable que sa mère lui avait déjà dit qu'il devait devenir moine pour le salut des autres. Et que chez cet enfant, ça l'a évidemment beaucoup marqué. Il avait certainement une vocation lui-même. Son enfance a été au début très protégée. Il a vécu dans un milieu donc très luxueux certainement et très cultivé. Dogen savait naturellement le chinois très bien, comme tous les Japonais de l'époque en tout cas. Mais il est certain qu'il lisait des textes très difficiles à l'âge de 5-6 ans. Dès qu'il a commencé à lire, il lisait des textes bouddhiques déjà très difficiles. Et donc il s'est trouvé à 7 ans tout seul. Il a été pris en charge par un oncle très puissant qui en voulait faire son héritier. Et l'oncle a consenti finalement à cette vocation. Bon, alors, ce petit garçon est devenu moine à l'âge de 12 ans. Et il est resté moine jusqu'à la fin de ses vies. Le contour des sommets, le murmure des vallées, ne sont autres que la voix et l'esprit de notre Bouddha Sakyamuni. Une fois qu'il est devenu moine, il a compris qu'il fallait être guidé. C'est-à-dire trouver son maître, ce qui est tout le problème dans le bouddhisme, c'est trouver son maître. On peut en effet voir beaucoup de maîtres, mais trouver son maître, c'est très difficile, ça peut prendre beaucoup de temps. Pour Dogen, c'était assez long, il a cru en avoir trouvé un, c'était pas tout à fait lui. D'ailleurs, il parle des conseils qu'il lui a donnés, qui étaient des conseils justement de réussite sociale, dans l'intérieur du monachisme, puisqu'il était de haut rang. Finalement, il a compris que c'était absolument vain, et son maître finalement lui a dit, écoute, moi je crois que je ne peux pas t'enseigner grand-chose, il faudrait que tu aies trouvé quelqu'un qui revient de Chine, qui s'appelait Isai, et qui était un très grand moine, certainement, et qui, lui, avait apporté le zen, enfin le shan chinois sous la forme Rinzai, au Japon, mais qu'il l'avait mélangé, peut-être pour mieux le faire accepter, parce que c'était une discipline très rude. Il avait mélangé avec les écoles, avec les enseignements des écoles qu'il avait lui-même suivies, comme tous les moines japonais, c'est-à-dire l'école Tendai en particulier, où il y a en effet des formes de méditation qui ressemblent à celles du Chan ou du Zen. Et alors il est allé trouver ce maître qui était à Kyoto, au Kinenji, et ce maître Eizai était âgé, très âgé, il avait plus de 73 ou 74 ans, et Dogen en avait 14. Le maître l'a accepté. Il semble qu'ils aient eu des entretiens, mais Eizai est mort très très peu de temps après. Désolation de ce jeune garçon qui enfin a trouvé son maître, tout de suite ils sont compris, et qui reste tout seul. Deux entrefaites, son maître ancien, le premier qu'il avait eu, meurt, son oncle maternel qui l'avait recueilli meurt, et il se trouve absolument démuni de tout. Or, Eizai avait un très grand disciple, Ryonen, très jeune, d'ailleurs il avait une 30aine d'années, et qui prend sous sa protection le jeune Dogen. Et il semble qu'il y a eu vraiment une union fraternelle extrêmement forte entre eux, vraiment quelque chose de très décisif, mais au niveau, disons, de la relation plutôt fraternelle que paternelle, comme avec les maîtres précédents. Et il reste assez longtemps, 8 ans auprès de lui, et puis tout à coup il conçoit des doutes, non pas sur l'enseignement de Ryonen, mais il pense que Ryonen ne peut pas le faire arriver à l'éveil, parce que ce jeune garçon, depuis l'âge de 7-8 ans, était déterminé à arriver à l'éveil du Bouddha, et rien d'autre, pour lui rien d'autre de compter dans la vie. Et il dit au maître, eh bien, écoutez, si vous voulez bien, moi je vais aller en Chine, parce qu'il faut retourner à la source, au foyer même du zen, du Chan. Et le maître dit, mais oui, tu peux y aller, mais finalement je crois que je vais y aller avec toi, parce que dans le fond je ne comprends pas non plus le fin mot. Et ils sont partis donc pour la Chine, en 1225, donc Dogen avait tout juste 25 ans. Et là encore, nouveau parcours, difficulté de trouver un maître chinois.
Et finalement, rencontre vraiment du maître, c'est la rencontre avec Jushin qu'on appelle Nyojo en japonais. La pratique de la voie ne dépend que de l'authenticité ou de la fausseté du guide. Le disciple est comme du bois de bonne qualité et le maître semblable à un artisan. Même si le bois est de bonne qualité, sa beauté ne transparaît pas tant qu'il ne trouve un habile artisan. Et s'il trouve une main habile, même tordue, sa splendeur aura tôt fait d'apparaître. Par cette image, il faut comprendre que l'éveil sera vrai ou faux selon l'authenticité ou la fausseté du maître. Dans notre pays, depuis toujours, il n'a jamais existé de maître authentique. Comment le sais-je ? Tout comme on boit de l'eau pour s'enquérir de la source, il suffit d'examiner leurs paroles. Dans notre pays, depuis les temps anciens, des maîtres ont composé des livres, ils les ont expliqués à leurs disciples et les ont exposés aux hommes comme aux dieux, mais leurs mots étaient verts et leurs paroles n'étaient pas encore mûres. Ils n'avaient pas atteint le sommet de l'étude. Comment seraient-ils parvenus aux abords des marches de l'éveil ? Ils n'ont fait que transmettre des mots et réciter des noms. Ils ont compté jour et nuit les trésors d'autrui sans avoir pour eux-mêmes la part d'une demi-sapèque. Qu'est-ce que la transmission ? Premier point, il faut savoir qu'à l'époque où vit Dogen, c'est donc l'époque des Song en Chine, il y a une tradition qui veut qu'on reconnaisse formellement un disciple comme... Éric Remeluer. Pas tellement comme son successeur, mais comme son héritier. Il y a une réflexion quasi familiale sur la transmission zen. Par exemple, les maîtres sont appelés des patriarches, mais en fait le patriarche, le terme qui est utilisé, c'est grand-père. Et on parle donc d'enfants, de petits-enfants, de nièces et d'oncles, etc. Et dans ce processus de transmission, on reconnaît non pas tellement que le disciple a été pleinement éveillé, mais qu'il fait partie d'une même famille. On voit que la transmission dans ces cas-là n'est pas que liée qu'à des considérations généalogiques. Il faut trouver sa place dans la famille des Bouddhas. Donc Dogen, lui, connaît toutes ces formes de transmission, mais lui va écarter toutes ces formes de transmission en disant que justement la seule transmission authentique est celle qui a lieu de visu, entre de visage à visage. Donc il a ce terme en japonais qui s'appelle Menju, qui sera le titre d'un de ses livres, où il explique la nécessité vitale qu'un Bouddha puisse rencontrer un Bouddha. C'est-à-dire que pour lui, justement, car il y a nécessité du média du langage, lorsqu'il y a par exemple une transmission post-mortem, il n'y a pas cette rencontre directe. Pourquoi cette insistance de Dogen à cette rencontre qui est un peu étrange dans le contexte de l'époque où il y a différents autres modes de transmission et où la transmission de visage à visage n'est qu'une forme, certes la plus courante, mais qui n'est qu'une forme de transmission. Pourquoi lui refuse, mais vraiment en des termes parfois très virulents, très durs, toutes les autres formes de transmission ? C'est étonnant parce que dans son livre, lorsqu'il parle de transmission, il dit le fils spirituel n'est pas n'importe quel fils. Il utilise un idéogramme très spécifique. Il utilise l'idéogramme qui est fils de l'épouse principale. Or, en fait, les études qui ont été faites sur la vie de Dogen depuis une vingtaine d'années ont remis en cause les biographies officielles qui avaient cours dans l'école Soto, en présentant donc Dogen comme le fils d'un des grands aristocrates de la cour, qui s'appelait Minamoto Michichika. Et maintenant, on pense plutôt qu'il est le fils d'un autre Minamoto, qui s'appelle Minamoto Michitomo, un autre aristocrate, et d'une concubine. En fait, lui-même, très vraisemblablement, n'était
qu'un enfant d'une concubine, une sorte de bâtard, et toute sa vie, il a été obsédé justement par le fait qu'il n'ait pas été un fils légitime, en tout cas le fils d'une épouse principale. Il faut savoir que, très vraisemblablement, lui-même n'a jamais pu rencontrer son père et sa mère, ou en tout cas, il n'a pu les voir que lorsqu'il était très jeune. Très vraisemblablement, son père et sa mère sont morts lorsqu'il était jeune enfant, et donc lui n'a jamais rencontré ses parents. Il n'a pas été intégré dans une lignée, puisque s'il avait été donc le fils de Michitomo, il aurait été promis à une carrière brillante. Très vraisemblablement, il a été placé dans l'école Tendai, justement, parce qu'il était un enfant surnuméraire et qu'il ne pouvait pas avoir accès à des hauts postes au sein de l'aristocratie, au sein du gouvernement japonais de l'époque. Azusayumi, harukure hatsuru kyou no hi o hiki todometsutsu oshimi mo yaran. Le catalpa se prosterne. Parfois, le printemps lui-même s'assombrit. Le jour semble long. Pourtant, on regrette de le voir finir. Le catalpa se prosterne. Parfois, le printemps lui-même s'assombrit. Le jour semble long, pourtant on regrette de le voir finir. Si quelqu'un me demandait qu'est-ce que le Bouddha, j'aimerais répondre un glaçon dans une étuve de verre à soie. Ikanaruka, Otoke to iite hito to aba, Kaiya ga moto ni tsurarai ni keri. Dogen a été le seul véritable disciple de ce maître chinois Zhu Xing. On sait qu'il a donné le Shio, c'est-à-dire sa confirmation à 7 ou 8 autres Chinois qui n'ont pas fait parler d'eux, qui ont disparu. Tandis que Dogen, lui, a été le transplanteur, en somme, de ce qu'il avait reçu depuis les origines, car Zhu Xing lui-même était vraiment axé sur l'origine même. Il refusait même le nom des écoles du zen en disant on ne peut même pas parler de zen. Le zen est un mot sacrilège, c'est un mot démoniaque, il ne faut jamais employer le mot zen. Nous n'avons qu'une chose, nous, c'est le dharma du Bouddha, c'est-à-dire l'enseignement du Bouddha, l'enseignement fondamental. Nous avons à le méditer et à le transmettre, et rien d'autre. Donc c'est par-delà toutes les écoles, ce qui ne veut pas dire que le zen s'estime supérieur aux autres écoles, c'est l'enseignement même du Bouddha, l'enseignement le plus pur. C'est très présomptueux d'une certaine manière, mais c'est en même temps très, très modeste. Il faut bien le comprendre. Alors c'est cela que Dogen a reçu. Il est resté 2 ans auprès de ce maître. Il serait volontiers resté plus longtemps, mais finalement il fallait qu'il aille au Japon pour expliquer, pour exposer ce qu'il avait enfin trouvé, ce que lui-même avait cherché si longtemps au Japon. Donc il est reparti en 1227 et là il a commencé à retourner dans son monastère, puis il s'est rendu compte que ce monastère s'était dégradé. Et finalement, il a été obligé de fonder lui-même son propre monastère. Ça lui a pris beaucoup de temps et de fatigue, certainement. D'ailleurs, il ne faut pas oublier que Dogen est mort à 53 ans, épuisé. Donc, il a fait des efforts surhumains pour parvenir à exposer enfin la dharma du Bouddha au Japon.
La pratique de zazen peut être suivie également par tous les hommes, quelle que soit leur capacité naturelle. Après avoir entendu cette vérité de la bouche du défunt maître de Tien Tung, sous les grands songs, je pratiquais assidûment jour et nuit la méditation assise. Tous les mois n'abandonnaient quelque temps la pratique, de peur de tomber malade durant les fortes chaleurs ou les grands froids. Mais moi, dans ces moments-là, je me disais, même si je dois en tomber malade et en mourir, je continuerai ma pratique. À quoi me servirait-il de ménager mon corps si je ne pratiquais tant que je suis bien portant? Si j'ai atteint mon but, peu importe que je tombe malade et que je meure. Si l'on juge que j'ai été un bon moine, en mourant ici, au pays des grands songs, tandis que je suis sous la direction d'un excellent maître éclairé qui présidera à mes funérailles, j'aurais acquis un lien avec le Bouddha. Tandis que si je mourais au Japon, on ferait pour moi la cérémonie qu'on fait pour un homme ordinaire, et non celle que l'on doit consacrer à un moine selon la loi bouddhique. Si je meurs en pratiquant zazen avant d'être parvenu à l'éveil, les liens qui se seront alors établis en ma faveur me permettront de renaître dans une famille bouddhiste. Si je ne pratique pas, il est absolument inutile que je vive longtemps. À quoi bon? Même en supposant que je garde mon corps en bonne santé et que je pense que la maladie ne m'atteindra pas, si je tombe à la mer d'une manière imprévue lors du voyage de retour, ou si, pour une raison ou une autre, je meurs de mort violente, quels ne seront pas mes regrets. L'attitude et la pensée de Dogen a beaucoup évolué au cours de sa carrière, disons, enfin au cours de sa vie depuis son retour en Chine. Est-ce que vous pensez, Bernard Faure, que c'est justement pour se démarquer des autres écoles bouddhistes qui existaient à l'époque? Alors, on s'est beaucoup demandé pourquoi Dogen avait à ce point changé, car il y a deux approches possibles. Hein. Il y a d'une part ceux qui, du sein de la secte Soto ou bien de ses disciples occidentaux, pensent que Dogen est un maître zen, point. Autrement dit qu'il a obtenu l'éveil à une période donnée et qu'ensuite tout le reste de sa vie n'a été que l'expression pure et cohérente de cet éveil. Donc là, on ne voit pas, on ne cherche pas du tout à avoir une évolution. Au contraire, tout ce qui paraît être évolution et contradiction dans la pensée de Dogen, on essaie de le gommer. Ça, c'est donc la première approche. L'approche plus, disons, historienne, qui cherche à montrer justement que Dogen était un personnage qui a, malgré ses intuitions, et elles sont très importante, qui a quand même évolué et qui est donc effectivement à un moment donné changé radicalement d'attitude à l'égard de pas mal de problèmes et qui est donc passé d'une sorte d'œcuménisme du début à une vision beaucoup plus limitée, beaucoup plus monastique vers la fin de sa vie. Cette évolution, donc, on a cherché à l'expliquer, dans la mesure où on l'admet, on la reconnaît, et on s'est dit que finalement, elle se produit à un moment assez précis dans la vie de Dogen, entre les années 1235 et 1243. 1243, c'est l'époque, là c'est très clair, c'est l'époque où il quitte la capitale pour aller fonder son monastère donc, dans le nord du Japon, dans la province de Fukui, monastère qui deviendra le Eiheiji. Et donc, effectivement, il se trouve dans un milieu tout à fait différent et son comportement et sa doctrine, son enseignement changent en proportion. Le nom qu'il a choisi pour le monastère qu'il a créé, Eiheiji, signifie aussi toute l'ambition qu'avait Dogen à l'époque. Eihei, c'est l'année de la paix universelle. Et cette année, ça fait allusion à une année précise du calendrier chinois, chaque année ayant sa dénomination propre, symbolique. Eihei, c'est l'année 65 ou 66 après Jésus-Christ, qui est censée être l'année de l'introduction du bouddhisme en Chine. Donc ça a une certaine valeur. Et il se trouve que cette année-là, pour des raisons lors de la dynastie impériale, était l'année de la paix, l'année de l'harmonie. Alors naturellement, c'est sans symbolique que Dogen a voulu donner à son monastère en lui donnant ce nom-là. Comme si le zen partait, et le bouddhisme partait en effet de son propre temple.
Mais d'autre part, on a remarqué que déjà ce changement commençait à se manifester dans les années précédentes et on s'est rendu compte que finalement, ce changement correspond à l'arrivée dans sa communauté, d'abord la communauté qu'il avait au sud de Kyoto, à Fukakusa, l'arrivée dans sa communauté d'un certain nombre de disciples, nouveaux disciples qui venaient d'une école, le Dharmashu, une école qui avait des difficultés à l'époque, semble-t-il, d'un point de vue politique, qui était plus ou moins menacée par les autres grandes sectes bouddhiques, et dont finalement certains membres sont séduits par Dogen et viennent étudier à ses côtés. Et c'est plus ou moins pour essayer finalement de convaincre, semble-t-il, ces disciples, qui étaient tous des personnages eux aussi d'assez forte envergure, que Dogen en vient peu à peu à affirmer sa différence de ce courant Rinzai dont venaient ses disciples, et donc à se démarquer de plus en plus fortement du Rinzai et à affirmer sa spécificité de maître Soto. Et ça va très vite assez loin, dans la mesure où il devient de plus en plus polémique et donc modifie très radicalement son attitude sur pas mal de problèmes, et en particulier son attitude à l'égard de Linji, de Rinzai, le fondateur de ce courant rival. Mais sur le fond, qu'est-ce qui opposait, qu'est-ce qui séparait principalement la position de Dogen et celle de ses disciples qui venaient de la Dharmashu? La différence principale, c'est sans doute quand même l'approche à l'égard de la méditation, à l'égard de la pratique et de la réalisation. Ce sont les termes qu'emploie Dogen, pratique et réalisation. La pratique, c'est de manière générale la méditation assise, qui caractérise plus précisément cette école. Et la réalisation, évidemment, c'est l'éveil final qu'on essaie d'obtenir. Dans l'école Rinzai, on enseignait et on enseigne toujours que la pratique est un moyen pour obtenir la réalisation. Autrement dit, la méditation assise est un moyen pour obtenir l'éveil. On pratique dans le but avoué d'obtenir, grâce à la méditation, une sorte de réalisation spirituelle. Dogen s'oppose à cette approche en disant que une telle pratique est encore dualiste. Et le dualisme, c'est vraiment la bête noire du bouddhisme. Tous nos problèmes viennent d'une pensée dualiste, le fait que nous opposions constamment le bien et le mal, le blanc et le noir, que nous ayons une pensée binaire. Donc en opposant, comme le font selon Dogen, les adeptes du Rinzai, en opposant la pratique et la méditation, le moyen et le but, on tombe dans cette pensée dualiste qu'il s'agissait au contraire de dépasser. Donc pour Dogen, la pratique en réalité n'est pas un moyen vers un but. Il ne s'agit pas de chercher un éveil dans le futur, il s'agit de réaliser que cet éveil s'est déjà réalisé en quelque sorte, que tout être, quel qu'il soit, est déjà foncièrement éveillé. Mais dans ce cas, pourquoi la pratique alors? Oui, alors dans ce cas, évidemment, c'est la question que, nous dit-on, le jeune Dogen se posait et qui lui a fait quitter la secte Tendai où il étudiait tout d'abord. Car finalement, c'est une conception qu'on retrouve dans tout le bouddhisme, ce qu'on appelle le bouddhisme du grand véhicule, la notion que tous les êtres ont une nature de Bouddha et que cette nature de Bouddha, finalement, on ne peut ni l'obtenir ni la perdre. C'est une sorte de prédestination, en quelque sorte. Chacun est éveillé et finalement, on se crée des faux problèmes en pensant qu'on est dans l'illusion, qu'on souffre, etc. Tout ça, ce sont des illusions. Il suffit de le savoir pour finalement que tout ça tombe comme un voile qui nous couvrait les yeux. Alors, le danger de cette forme de pensée, et le danger, on le voit souvent se réaliser dans le bouddhisme de l'époque, c'est de penser que tout est arrivé. Si tout est déjà là, finalement, pourquoi se casser la tête? Pourquoi essayer de réaliser une pratique souvent très austère, très pénible? Pourquoi ne pas simplement s'accepter tel qu'on est? Et évidemment, vous voyez tout de suite les sortes de dérives laxistes auxquelles ce genre de pensée peut se prêter. Et Dogen s'est bien rendu compte, évidemment, dans le bouddhisme de l'époque, que les dangers étaient bien réels. On voit à l'époque, au Mont Hiei, donc, où il étudiait, toutes sortes d'abus se produire. Les moines se laissaient vraiment souvent aller. Ils prenaient femmes et enfants, ou bien ils se livraient à la pratique guerrière. On voit apparaître ce qu'on appelle les moines guerriers. Bref, les monastères bouddhiques étaient devenus des lieux souvent assez mal famés. Et c'est pour réagir contre ça que Dogen voit l'importance
la nécessité de réagir contre cette interprétation trop facile de cette notion de ce qu'on appelait l'éveil foncier, le fait que chacun est en soi éveillé. Il cherche donc à établir un compromis, ou plutôt une synthèse, entre ces deux manières de penser. Il faut admettre qu'on est éveillé, donc il ne faut pas chercher l'éveil comme un but distant que l'on ne pourrait atteindre qu'au terme d'une très longue et très pénible pratique. Non, le but est déjà atteint, mais si l'on est éveillé, la pratique, au lieu d'être un moyen vers ce but, la pratique est simplement l'expression la plus simple, la plus naturelle de cet éveil. Autrement dit, le fait d'être éveillé n'implique pas qu'on ne doit pas pratiquer. Au contraire, on doit pratiquer parce que c'est ce que fait quelqu'un, c'est ce que fait un Bouddha, c'est ce que fait quelqu'un qui est éveillé. L'eau n'est ni forte ni faible, ni humide ni sèche, ni froide ni chaude, ni existante ni non existante, ni illusion ni éveil. Lorsqu'elle gèle, elle est plus dure que le diamant, qui pourrait bien la briser. Lorsqu'elle fond, elle est plus tendre que le lait, qui pourrait bien alors la rompre. Dès lors, il est impossible de douter des vertus qu'elle actualise. Et il vous faut étudier à quel moment l'eau des 10 directions doit être vue dans les 10 directions. Il ne s'agit pas d'une étude de l'eau telle que l'aperçoivent les hommes ou les devas, mais d'une étude de l'eau telle qu'elle se perçoit elle-même. C'est parce que l'eau trouve sa pratique et sa réalisation en elle-même qu'il peut y avoir une étude de l'eau parlant d'elle-même. Vous devez actualiser le chemin sur lequel le soi rencontre le soi. Vous devez avancer et reculer sur le chemin vital où l'autre pénètre l'autre et le transcender. Par rapport aux autres maîtres zen de son époque, Dogen a laissé une place beaucoup plus grande, d'une part aux laïcs, d'autre part aux femmes. Michiko Ishigami Yagonitzer. Oui, oui. Alors, l'originalité de Dogen dans l'histoire des religions dans le monde, c'est que, alors que dans la plupart des religions, les femmes sont traitées un peu comme obstacle, pierre d'achoppement des hommes, c'est-à-dire comme quelqu'un de négatif. Dogen est un des premiers à reconnaître la capacité des femmes à comprendre l'enseignement du Bouddha, mais aussi à le pratiquer. Et ça vient du fait peut-être que c'est sa mère qui l'a incité à devenir religieux. Et puis son successeur, Ejo, a aussi eu une mère formidable qui l'a incité à pratiquer le zen, et, sans le chercher le nommer profit, mais de faire pratiquer vraiment le bouddhisme. Alors donc, il a appris cela certainement en regardant de ses propres yeux comment les moniales zen sont estimés en Chine, dans les monastères zen. Et il cite d'ailleurs les exemples. Oui. Alors, il y a un chapitre de Shobo Genzo qui s'appelle « Vénérer et respecter celles qui ont saisi et compris la morale de l'enseignement du Bouddha ». Et là-dedans, les femmes ne sont nullement à mépriser. Et quand on rencontre une religieuse féminine qui a compris la loi bouddhique, il faut accueillir auprès de lui, demander son conseil et s'instruire. Et il trouve que c'est idiot qu'il y a des maîtres zen qui ont fait le vœu de ne pas rencontrer des femmes de génération en génération dans ces futures existences. Et il dit aussi, s'il y a des religieux bouddhistes
qui ne veut pas s'approcher de femmes en disant que c'est dangereux, etc. Il dit qu'il n'est pas digne de bodhisattva, parce que le vœu de bodhisattva, c'est-à-dire l'être destiné à l'éveil, qui a fait le vœu de sauver tous les êtres vivants, ne peut pas être un tel être, parce que si on ne s'approche pas de femmes, on ne peut pas sauver les femmes. Enfin, tout ce qu'il a écrit de très radical dans ce chapitre se trouve seulement dans la version secrète de Shobo Genzo. Il y a 28 tomes, et ça a été longtemps tenu secret. Maintenant, naturellement, c'est publié. Le Bouddha lui-même, vous le savez, avait refusé de faire des nonnes, des religieuses. Et c'est seulement Ananda qui a pu l'obtenir du Bouddha. Mais pourquoi ? Faut pas parler à ce sujet de misogynie. Je pense, en gros, c'est simplement l'état de la société. De même que les philosophes grecs ne s'adressaient pas aux femmes parce que les femmes étaient incultes. Elles étaient incultes à cause des hommes, bien entendu. Tout simplement. Elles étaient maintenues, telle la femme au foyer, elles tissaient au besoin, elles ne sortaient jamais, elles étaient complètement incultes, elles ne recevaient aucune éducation de lettrés. Et il en est de même dans la société asiatique ancienne. Donc, bien sûr, les femmes étaient les égales des hommes, en droit, parfaitement, mais en fait, par leur inculture, Dogen pensait que il n'a pas eu de nonne, ça c'est vrai. Mais cependant, il en voulait. Alors, comment expliquer ça? C'est assez difficile, peut-être. Mais de nos jours, il y a autant de religieuses zen que d'hommes. Hein. Il y a autant de femmes que d'hommes dans le zen actuellement, dans le bouddhisme maintenant. C'est en train maintenant de changer beaucoup. Dans la lignée des patriarches telle qu'elle nous est parvenue jusqu'à aujourd'hui, dans la lignée de Dogen, la lignée Soto, il n'y a donc pas encore eu de femmes. Non, il n'y a pas eu de femme, c'est vrai, mais par exemple, le maître de mon maître, Kodo Sawaki, a donné son investiture à une femme, qui est très remarquable d'ailleurs, et il y a actuellement au Japon des maîtres femmes, ça existe. Et alors, en plus de cela, je peux ajouter qu'en Occident, il y en aura de plus en plus, parce qu'en Amérique, où le zen est arrivé avant, chez nous, ils ont 20 ou 30 ans d'avance par rapport à nous, pour la réception du zen, les grandes abbayes sont généralement, le plus souvent, dirigées par des femmes. C'est assez étrange. Donc, je crois elles sont en train de prendre leur revanche, si toutefois il y a une revanche à prendre, ou plutôt elles sont reconnues comme des maîtres authentiques, et semble-t-il, je pense à l'exemple américain, extrêmement reconnu par les hommes eux-mêmes. Ici, en France, je pense que la même chose doit arriver. Moi, personnellement, j'ai autant de disciples femmes que d'hommes, et j'ai donné l'investiture à des femmes comme à des hommes, en tout cas l'ordination. Le maître Baoche de Mayusan était en train de s'éventer lorsqu'un moine vint lui demander « La nature du vent est constante et il n'est nul lieu qu'elle n'atteigne. Pourquoi vous servir d'un éventail ?» Baoche répondit « Tu sais seulement que la nature du vent est constante, mais tu ignores le principe qui permet d'atteindre tout lieu. » Le moine demanda « Quel est ce principe ?» Pour toute réponse, Baoche se contenta de s'éventer. Le moine se prosterna. La pensée de Dogen est surtout exprimée dans son ouvrage maître, qui est le Shobo Genzo, dont vous avez traduit certains extraits, Bernard Faure, dans ce livre La vision immédiate. Alors, en quoi c'est un texte philosophique et en quoi ça ne le serait pas, avec nos yeux occidentaux du XXe siècle ?
Alors là, c'est une question effectivement assez complexe, car on parle du Shobogenzo. En réalité, les érudits japonais et occidentaux ne se sont pas encore mis d'accord sur la question de savoir s'il y avait un seul Shobogenzo ou plusieurs. Il y a plusieurs états du texte. On a un premier Shobogenzo en caractère chinois que Dogen aurait rédigé en réaction, semble-t-il, contre un autre Shobogenzo écrit par un maître chinois. Un Shobogenzo qui signifie le trésor de l'œil de la vraie loi, donc est une sorte d'anthologie en réalité de termes, de dialogue ou de textes fondamentaux du Zen ou du Chan. Donc Dogen aurait commencé son Shobogenzo comme un commentaire assez personnel sur un certain nombre de textes, de koan, des énigmes du Chan, tels qu'il les trouvait dans la littérature chinoise. Très vite, évidemment, son Shobogenzo à lui est devenu autre chose. C'est devenu une manière pour lui de faire passer son message. Il s'agit en réalité d'une collection d'instructions collectives délivrées, faites à ses disciples, au Eiji. Donc, chaque fascicule, il y en a selon les cas, on en dénombre 75 ou 95, et parfois aussi certains disent que le seul Shobogenzo qui compte, c'est un Shobogenzo très court en 12 fascicules. Donc chacun de ces Shobogenzo, finalement, est un ensemble de sermons faits par Dogen à ses disciples. Et donc tous sont très marqués, très datés dans le temps, et ils correspondent à des occasions spécifiques que nous, la plupart du temps, ne connaissons pas. Donc nous, évidemment, nous sommes obligés de prendre, là encore, ces textes sans tenir compte du contexte, en ignorant la situation dans laquelle ils ont été prêchés. Bien, donc on a déjà un certain nombre de textes qui revendiquent le titre de Shobogenzo. Et malheureusement, il y a beaucoup de points communs entre ces textes, mais il y a aussi pas mal de différences. Et en particulier, le Shobogenzo en 12 fascicules nous montre un Dogen très très différent du Shobogenzo en 75 fascicules. Le Shobogenzo en 75 fascicules, c'est un Dogen très effectivement philosophique, si vous voulez. Là encore, j'utilise des guillemets, qui nous parle de l'éveil, de la nature, de la réalité ultime et de tas d'autres choses très 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 belles. Le Shobogenzo en 12 fascicules, par contre, nous montre un Dogen beaucoup plus préoccupé de problèmes pratiquement techniques et aussi de choses très très rituelles. Doit-on mettre une robe monastique? Quel est le sens, quel est le symbolisme de cette robe? Quel est le symbolisme du culte des stupas, de ces mausolées ou tombes dans lesquelles on déposait les reliques des saints et du Bouddha? Quel est le sens de la doctrine du karma? Des choses très très... c'est une sorte de catéchisme en réalité du bouddhisme de Dogen et du bouddhisme en général. Donc entre ce bouddhisme-là qui n'a vraiment pas grand-chose de philosophique et le bouddhisme du début, on trouve une sorte de fossé. Et on peut appliquer le terme de philosophie au premier texte, on aurait du mal à l'appliquer au second. Donc dans le premier cas, on a un Dogen qui peut effectivement faire office de penseur et qui peut être intégré assez facilement dans un discours philosophique général. Dans le second, on a un Dogen très dévot, si vous voulez, très, très religieux, qui ne correspond plus du tout à cette image. Dans le vent du printemps, avec les pétales, est tombée une parole que je venais de citer. Ne pourrait-on imaginer que c'était le chant de la fleur? Dans le vent du printemps, avec les pétales est tombée une parole que je venais de citer. Ne pourrait-on imaginer que c'était le chant de la fleur? Fleurs, feuilles rouges, neige de l'hiver. Quelle dérision!
La couleur de mon esprit ne dépendait que des saisons. Fleurs, feuilles rouges, neige de l'hiver. Quelle dérision! La couleur de mon esprit ne dépendait que des saisons. Éric Remeluer, vous êtes l'auteur d'une anthologie de textes zen chinois et japonais parus sous le titre Les fleurs du vide, ainsi que d'un guide du zen qui recense les divers lieux de pratique dans le monde. Et alors, en autodidacte, vous avez appris le japonais pour pouvoir approcher les textes de Dogen et les traduire. Pourquoi cette démarche ? Mon approche de Dogen est assez intellectuelle, c'est-à-dire que je pratique le zen depuis une vingtaine d'années. Mon approche était celle-ci, c'est-à-dire essayer de comprendre qu'est-ce qui a amené donc un moine japonais à noircir des milliers et des milliers de pages qui étaient saisies d'une frénésie d'écriture, c'est-à-dire qu'on le présente souvent comme un protestant du bouddhisme qui n'a consacré sa vie qu'à la pratique de la méditation. En fait, en lisant ses œuvres, on voit que sa pensée, ses intérêts dépassaient le cadre de la méditation et cette véritable, oui, ce que je dis, frénésie d'écriture est proprement saisissante. Je crois que si on traduisait l'intégralité de son œuvre, on aurait peut-être l'équivalent de 3-4 000 pages qu'il a écrit sur... Bon, c'est vrai que la plus grande partie s'étale sur une dizaine d'années, et il y a des moments où il écrit peut-être 30-40 pages par jour. Pour lui, le bouddhisme doit passer par le langage. Et donc son propos, lorsqu'il écrit, c'est pas tant d'enseigner le bouddhisme, mais de le réécrire. Et ça, c'est très, très constant tout au long de son œuvre. Il est là pour réécrire le bouddhisme. Alors, on peut se demander aussi pourquoi il prend cette position qui est différente de la position habituelle des moines zen chinois. Il faut savoir que Dogen, donc, appartient d'abord à l'école Tendai. Il prend donc l'ordination au sein de cette école. Et au sein de cette école, l'étude des sutras, et plus particulièrement le sutra du lotus, est quelque chose de très important. Et donc Dogen se sent redevable de cette tradition où l'on étudie, où l'on pense et on vénère d'une certaine manière les sutras, et plus particulièrement les sutras du lotus. Et la tradition zen chinoise, elle, se présente comme autosuffisante et n'ayant pas besoin du support des sutras. Alors lui, il va reprendre la pensée de l'école Tendai en disant non, il y a besoin d'étudier, de penser et de réfléchir, même de vénérer, puisqu'il y a tout un mouvement, il y a toute une dévotion chez Dogen vis-à-vis des sutras, plus particulièrement le sutra du lotus. Pour lui, le langage, c'est le dharma, c'est-à-dire la loi bouddhique. Il n'y a pas d'opposition l'une à l'autre, même pour lui, on pourrait comprendre que le langage et que l'expression, la coquille de la loi bouddhique. Alors lui, il va aller beaucoup plus loin en disant non, le langage étant lui-même la transmission bouddhique. Hana momiji, fuyu no shirayuki mishikoto mo omoeba kuyashi iro ni medekeri.
faut pas détacher l'enseignement de la pratique ni la pratique de l'enseignement. Voilà ce qu'enseigne Dogen. Par conséquent, il est nécessaire de connaître en effet les textes comme guide de la pratique, rien d'autre. Mais il faut les connaître. Pourquoi ne pas profiter de l'expérience accumulée pendant 2 millénaires et même plus, et dans le Chan depuis le VIe siècle jusqu'à nos jours, de toutes les expériences qui ont été faites par des maîtres, qui les ont transmises. C'est comme si une fois que nous sommes dans le Zen, bon, actuellement, nous en sommes à la 83e génération depuis le Bouddha Shakyamuni, mais il y a une transmission constante, que Dogen, d'ailleurs, dans sa lignée, a transmise. Dogen était le 51e patriarche par rapport au Bouddha. Nous en sommes maintenant à 83. Mais il y a une succession, et justement, la succession qui est la transmission, c'est la transmission par-delà les mots, mais c'est aussi une transmission des écritures elles-mêmes et de la compréhension de ces écritures. C'est quelqu'un qui écrivait vraiment très bien. C'est ce qui vraiment, je crois, la seule chose qui le différencie de ses congénères. Parce qu'au fond, les idées qu'il propose sont assez courantes. L'idée de l'éveil foncier, c'est quelque chose qu'on trouvait déjà un peu partout. La discussion de l'absence de pensée dans le Chan, c'est quelque chose qu'on trouve aussi depuis l'époque des Tang, depuis le VIe siècle. L'idée du karma, ça n'a aussi rien de très nouveau. Mais par contre, il expose tout ça dans un style qui est vraiment splendide, il faut bien le reconnaître. Donc c'est un écrivain de première classe, d'une très grande vigueur, souvent polémique, et c'est ce qui a fait son succès, je crois. D'ailleurs, on sait qu'il écrivait des poèmes aussi, qu'il a eu une vocation littéraire, disons, très très précoce. Oui. Par contre, c'est assez drôle parce que le Shobogenzo, qui est une œuvre en prose et qui est donc un commentaire, finalement, au départ assez traditionnel dans son format, dans sa forme, devient une œuvre littéraire tout à fait splendide. Par contre, les poèmes de Dogen sont, eux, relativement plat. Je veux dire, il n'a pas, là où il aurait dû briller en tant que poète, il est finalement relativement banal, je dirais. Le Shobogenzo est devenu presque comme un évangile aujourd'hui pour les pratiquants. Et effectivement, le Shobogenzo est devenu une sorte de Bible. Il l'a été très vite d'ailleurs, et dans la mesure où c'est un texte plein de richesse linguistique. C'est une œuvre ouverte, si vous voulez, dans la mesure où il y a beaucoup de métaphores, d'images. On peut donc l'interpréter de tant de manières différentes, et les successeurs de Dogen ne s'en sont pas privés, bien sûr. Donc c'est un peu comme la Bible, un texte dont l'obscurité même, si vous voulez, fait sens. Il y a un surplus, un excès de sens qui fait que chaque génération successive trouve des richesses cachées et évidemment les attribue à l'auteur. On dit que le Shobogenzo est écrit en japonais. En fait, c'est assez inexact. Pour les Japonais, cet ouvrage est complètement inattendu, incompréhensible, illisible. C'est-à-dire qu'il a beau être écrit dans une langue qui est censée être la leur, ils n'y comprennent rien. Et ça, c'est un des traits aussi de ce livre qui a fait en fait qu'il a été mis de côté au sein même de l'école Soto, puisque les premières impressions de ce livre datent du XVIIIe siècle, alors que d'autres ouvrages plus didactiques de Dogen ont été imprimés très très tôt. Je crois que les premiers sont 2 autres ouvrages qui ont dû être imprimés au XIIIe ou au XIVe siècle. Et le fait même que cet ouvrage soit écrit dans une langue assez inattendue, incompréhensible, faite de néologismes, d'un travail sur la langue assez novateur pour l'époque, a surpris donc même ses disciples immédiats, et très vite le Shobogenzo est devenu plus un objet de vénération, plus un symbole de transmission, c'est-à-dire qu'au moment où les maîtres zen donnaient leur transmission à leurs disciples, ils donnaient souvent un exemplaire du Shobogenzo. Mais ce Shobogenzo n'était pas là pour être lu, mais comme étant la preuve que le disciple s'inscrivait dans la lignée de Dogen. Pourquoi ? C'est que ses successeurs avaient la plus grande difficulté à comprendre cet ouvrage
qui est proprement incompréhensible. Et c'est un des obstacles majeurs, c'est-à-dire que le livre est très très difficile à lire. Alors on dit que le livre est écrit en japonais, et on a pu penser que c'était une volonté de Dogen d'ouvrir le bouddhisme à un public non lettré, puisqu'en fait, à l'époque, tous les livres bouddhistes s'écrivaient en chinois, qui était la langue culturelle par excellence. C'est-à-dire que tous ceux qui pensaient, écrivaient, lisaient, le faisaient au travers de la langue chinoise. Comme au Moyen-Âge, les moines communiquaient grâce au latin. Et en fait, il n'écrit pas dans l'optique d'être compréhensible. Pourquoi il écrit en japonais? En fait, on dit que le Shobogenzo est écrit en japonais, c'est inexact. En fait, il est écrit à la fois en chinois et en japonais. C'est-à-dire que la plupart de ces chapitres sont des commentaires qui sont soit des commentaires de sutras classiques, notamment le Sutra du Lotus, qui est un des sutras sur lesquels il réfléchit le plus, soit des commentaires de koan, c'est-à-dire des dialogues en chinois entre un maître et un disciple. Et donc, lui donne ces extraits, ces passages en chinois. Donc, il y a toute une partie qui est écrite en chinois, et il commence à commenter ces passages en japonais. Mais il va utiliser le japonais d'une manière très particulière, car il faut savoir que donc le chinois est une langue équivoque, c'est-à-dire que c'est une langue qui manie le flou, où une succession de termes peut être compris de plusieurs manières, où seul le contexte permet de comprendre quel est le sens de la phrase. Et lorsqu'on sort une phrase un peu du contexte, souvent elle peut être comprise de plusieurs manières. Alors que le japonais est, lui, une langue beaucoup plus formelle, dans laquelle il y a les tournures grammaticales permettent de comprendre quel est le sujet d'une phrase, quel est le verbe d'une phrase, ce qui n'est pas forcément toujours le cas, et n'est pas toujours forcément limpide en chinois. Et donc lui, il va opposer donc une langue chinoise qui est équivoque à une langue japonaise qui est, elle, univoque. Pourquoi? Lorsque je vous dis que son propos est donc de réécrire le bouddhisme, c'est pas, là j'emploie bien le terme réécrire, c'est-à-dire que le bouddhisme pour lui est un bouddhisme écrit, qui est passé donc par le média donc d'une langue auquel il a accès, qui est donc le chinois. Donc le bouddhisme est écrit en chinois au travers donc des recueils de koan, au travers des sutras, mais lui a une conception très particulière du bouddhisme, et son propos, c'est à la fois de se distancier de la pensée zen ou bouddhiste qui avait cours à son époque, de la retravailler au corps, quasiment au corps des mots, mais en même temps, il veut en être très proche, c'est-à-dire que pour lui, il ne peut pas critiquer, il ne peut que s'en distancier en étant très proche. C'est ça le paradoxe. Le japonais de Dogen était une langue qui, en somme, était une langue qui n'était pas du tout littéraire, qui n'était pas du tout philosophique quand il s'en est servi. Donc il a innové énormément, et en fait, en se rapprochant toujours des kanji, c'est-à-dire des caractères chinois, on écrivait encore le japonais presque entièrement en caractères chinois. Il y avait que quelques signes diacritiques proprement japonais. Et c'est la raison pour laquelle je peux lire le japonais de Dogen, parce que c'est pratiquement du chinois, avec quelques particules. Mais il est remonté en somme à la source des caractères chinois, en considérant l'idéogramme beaucoup plus que ce qu'il était devenu. Et s'il a fait des néologismes, c'est en remontant à la source même du sens premier, originel. En fait, il a fait curieusement la même démarche que de nos jours Heidegger.
Et je ne suis pas le seul à faire ce rapprochement. Il y a beaucoup de rapprochements à faire, parce que d'abord, Dogen visait l'être et non pas l'existence. Et ensuite, même dans cette démarche linguistique, car il reprend les mots chinois d'origine, comme Heidegger reprend les mots grecs d'origine. Pourquoi ? Parce qu'ils se placent tous les deux devant l'interrogation primordiale, l'émerveillement primordial devant le monde, qui est celui des présocratiques ou des premiers bouddhistes, et qu'il veut retrouver cela et le revivre. Donc, reprendre les mots originels, encore quand ils étaient pleins de sève, pleins de sens, et même d'ambiguïté éventuellement, par rapport à nos mots qui sont complètement démonétisés. Évidemment, ça rend sa lecture difficile, de même que ça rend la lecture de Heidegger très difficile, mais pouvait-il faire autrement ? Pouvait-on se servir du langage sans remonter à sa source ? Et les deux ont fait cette démarche. Alors évidemment, Dogen, lui, l'important, c'est qu'il a créé un vocabulaire qui n'existait pas, pratiquement. Et qu'effectivement, toute la pensée japonaise, une partie de la poésie japonaise est passée par ce nouveau langage, qui était d'ailleurs une façon de se ressourcer aux Chinois d'origine. Dogen, quand il entreprend cette démarche, s'intéresse donc à l'idéogramme chinois, qui n'est pas la langue d'origine du Bouddha lui-même. Donc il y a déjà là quand même un décalage par rapport aux premières paroles. C'est vrai, seulement Dogen savait quand même très bien le sanskrit. Là, vous savez, tous les moines doivent nécessairement étudier le sanskrit, puisqu'ils doivent étudier l'enseignement du Bouddha dans sa langue. Donc, le sanskrit et le pali, il faut être familier avec les mots, avec le sens de ces mots. Bien sûr que c'est la langue sacrée de départ. Seulement, bien entendu qu'il avait, lui, je pense pour lui-même, il avait des équivalents, certainement, dans l'enseignement qu'on lui donnait, même son maître Zhuxing. Les maîtres chinois avaient toujours à la tête les mots sanscrits correspondants. Bien certainement. Seulement, par ailleurs, il y a l'apport chinois propre, qui est l'apport de... Parce que la Chine a quand même existé en tant que civilisation d'une très grande importance avant l'entrée du bouddhisme en Chine. C'est seulement du 1er siècle, c'est 65 ou 67 après Jésus-Christ. Il y a quand même eu des millénaires de civilisation chinoise, spécialement le taoïsme, bien entendu. Alors dire, comme on l'a fait un peu rapidement, que le zen, le chan chinois est un espèce de mélange taoïsme et bouddhisme, c'est une erreur certainement. En fait, ce qui s'est produit, c'est que les premiers traducteurs des textes sanscrits, donc les traducteurs chinois, ont emprunté le vocabulaire taoïste pour les mots métaphysiques, disons, pour les mots philosophiques. Ça, c'est vrai. Mais après, ça s'est corrigé. On a révisé ces traductions qui ne pouvaient pas se satisfaire de ce vêtement, en somme, taoïste. Mais il y a, bien entendu, quand même, dans le chinois, cet apport. Dans les idéogrammes chinois, leur sens est quand même fondé sur la sagesse antique chinoise, que ce soit taoïste ou autre. Donc, effectivement, du fait de la transposition, il y a cet apport nouveau qui est là, mais qui doit enrichir, qui ne doit pas dévier, qui ne doit pas faire dériver la chose. Mais Dogen était assez savant dans ses langues pour ne pas commettre d'erreur lui-même. Mais ceci dit, moi-même, je suis obligé de remonter au sanskrit aussi quand j'écris sur le bouddhisme. Et donc, lui va utiliser le japonais, qui est une langue très précise, pour retravailler et interpréter le chinois, qui est une langue équivoque, qui normalement, lorsqu'elle est lue dans le contexte de l'époque, n'est comprise que dans un seul sens, mais lui va faire exprès de comprendre le chinois d'une autre manière pour pouvoir être le garant de sa propre pensée. Et d'une certaine manière, le japonais va être un métadiscours, c'est-à-dire qu'il n'écrit pas en japonais, il écrit sur deux niveaux de langue, c'est-à-dire qu'il a le niveau chinois et le niveau japonais qui englobe le chinois, qui va être ce que je dis, un métadiscours, un discours sur le discours. Par exemple, chez Dogen, il y a toute une réflexion sur le temps. Une réflexion sur le temps qui a existé, par exemple, chez Nagarjuna, chez certains penseurs bouddhistes, mais qui n'est absolument pas présent chez les maîtres zen chinois. Par contre, lui va essayer de penser le temps. Mais il a besoin de trouver des illustrations, une certaine légitimité aussi dans le discours chinois, discours zen chinois de l'époque. Et on donne par exemple très souvent cet exemple où il va citer un koan d'un maître chinois qui s'appelle Yakusan, qui commence comme cela. Parfois, cela se tient au plus haut d'un pic.
parfois cela se trouve au fond des océans. Et le koan continue, parfois. En fait, parfois est composé en chinois de 2 idéogrammes. Le premier qui est hu, qui veut dire il y a, ou l'être, ou l'existence, et ji, qui veut dire le temps. Et lui va lire d'une autre manière la phrase en chinois, ce qui est possible en chinois. Mais n'importe quel chinois sera un peu déconcerté par cette lecture, où en fait il va lire successivement les termes, en disant non pas parfois cela se tient au plus haut d'un pic, mais l'être ou l'existence et le temps se tiennent en haut d'un pic. Et donc il a cette manière de relire le chinois, où souvent des adverbes ou des sujets ou des verbes qui normalement ne peuvent être compris que comme cela dans le texte original, lui va les relire d'une autre manière, justement grâce au caractère équivoque du chinois. Et donc il va essayer d'aller au bout de ce que peuvent nous donner les mots. Alors vous-même, Michiko Ishigami Yagonetzer, Oui. vous comparez Dogen et Saint François d'Assise, Oui, donc justement un bouddhiste avec un chrétien. oui, Outre le fait qu'ils ont vécu tous les deux à la même époque, pratiquement, oui. qu'est-ce qui vous a paru les rapprocher l'un et l'autre? Oui, c'est que tout en vivant au siècle, c'est-à-dire 13e siècle, dans des continents différents et sans se connaître à existence mutuelle, parce que Marco Polo n'a pas encore parlé de Japon. Le Japon était complètement inconnu et les Japonais de l'époque pensaient que la Chine et l'Inde existaient, mais ils ne connaissaient pas l'existence de l'Europe. Mais malgré tout cela, ils ont fait les mêmes travaux. C'est-à-dire que la constitution de communautés de religieux fondée sur la pauvreté, la mendicité et la charité, bien que leur personnalité est tout à fait différente. Oui, le premier point. Et puis alors, j'ai comparé systématiquement tous les aspects de leur activité religieuse. Oui. Par exemple, comment ils ont pratiqué la tournée de quête d'aumône, et aussi tous les deux ont pratiqué les actes d'ascèse. Tournée de quête d'aumône, c'est une de ces actes, mais aussi la concentration. Concentration, c'est Saint François d'Assise fait une sorte de zazen dans les grottes de ses ermitages. Et le niveau où il a atteint ressemble beaucoup à certains niveaux de zen. Lui aussi, il a atteint, comme tous les disciples zen, à la communion avec tous les éléments de nature. Et il a composé le célèbre cantique de Frère Soleil. Il considère tous les éléments de l'univers comme frères et sœurs. Et ça ressemble beaucoup à ce que ressentent les disciples zen quand ils ont atteint l'éveil. Et naturellement, Dogen explique cela dans son Shobogenzo. Il voulait purifier le zen de tout élément étranger. Mais c'est vraiment à l'époque Edo, donc au XVIIe siècle, qu'on a essayé de revenir à ce zen pur de Dogen et de créer donc a posteriori une sorte d'image tout à fait idéalisée de ce zen et de Dogen lui-même. Donc le zen avait déjà une histoire assez longue au Japon. Il se trouve qu'il n'avait pas encore eu vraiment gain de cause, il n'avait pas été vraiment reconnu par
les grands du monde japonais. Et c'est donc vers cette époque-là, avec l'ascendance d'une nouvelle caste, d'une nouvelle caste guerrière, les samouraïs, les bushi plus précisément, que le zen commence à devenir vraiment l'idéologie dominante, la doctrine qui est à la mode en quelque sorte. Et Dogen donc a bénéficié de cet effet de mode en partie. Dogen est donc considéré comme l'introducteur au Japon de l'école zen Soto. Alors en quoi cette pensée se dissocie des autres écoles zen? Elle ne se dissocie pas en fait du tout. Elle prétend en exprimer la synthèse. Il a lancé en somme un appel à la pratique. Parce qu'en fait, le bouddhisme japonais, comme toujours, partout, le bouddhisme devient un intellectualisme. On se contente d'en parler, autour d'une tasse de thé souvent, et c'est arrivé partout. C'est-à-dire que la pratique, elle n'est pas si dure que ça, mais les gens ne veulent pas se l'imposer. Et puis ils pensent qu'il n'y a pas de rapport entre l'éveil et la posture. Bon. Et il faut toujours revenir à cette prédominance de la posture, de la pratique, c'est-à-dire de mettre le corps et pas seulement le mental en action, parce qu'autrement on ne peut pas prétendre aller bien loin avec le mental seul. Tout doit être en harmonie. Alors donc il y a toujours eu ça, et donc ce que faisait Dogen avec le Fukan Zazengi qu'il a écrit tout de suite à son retour en 1227, c'était de dire aux gens mais c'est la pratique qui compte et seulement. Et en disant cette chose très audacieuse, la pratique est elle-même l'éveil. Il n'y a rien d'autre à chercher que l'éveil par la pratique. Mais vous n'avez même rien à chercher parce que du moment que vous pratiquez, vous êtes en état d'éveil. Étudier la voie du Bouddha, c'est s'étudier soi-même. S'étudier soi-même, c'est s'oublier soi-même. S'oublier soi-même, c'est être reconnu et éveillé par tous les dharmas. Être attesté par tous les dharmas, c'est abandonner son corps et son esprit comme le corps et l'esprit de l'autre. C'est voir disparaître toute trace d'éveil et faire naître l'incessant éveil sans trace. L'a-t-il écrit réellement? Ce livre qu'on appelle le Shobogenzo, qui est un livre complètement disparate, étonnant, qui n'a pas de début, pas de fin. On dit qu'il projetait d'en faire un livre en 100 volumes, en 100 chapitres, mais que la mort l'en a empêché. Et il n'y a pas d'unité. Il n'y a pas d'unité dans ces chapitres. Et c'est un livre complètement étonnant, où on est complètement perdu dans cette lecture. Il n'y a jamais chez lui une volonté d'expliquer le bouddhisme. Moi, je le comprends plutôt comme une volonté d'impliquer le lecteur dans un monde particulier qui est à la fois le monde du bouddhisme et le monde des mots. Et il nous mène sur un étrange chemin, on ne sait pas lequel. Le livre est fait de briques et de brocs. Il n'y a pas d'agencement. On dit que vers la fin de sa vie, il en a fait une version réécrite, repensée. Et en fait, c'est à la lecture, on se demande si c'est réellement vrai. Parce que, par exemple, il y a des chapitres qui sont quasi identiques. L'un, on dit il a été prêché tel jour. L'autre, il a été écrit le même jour. Et les chapitres sont légèrement différents, comme si il y avait deux versions d'un même texte, mais l'un n'est pas en contradiction avec l'autre, ou l'un ne remplace pas l'autre. C'est deux formes du discours qui parfois peuvent être contradictoires. Très souvent, on a des chapitres qui se contredisent mutuellement. Donc, il n'y a pas d'unité. On est emmené, on ne sait pas trop. Et c'est ce qui est aussi un des problèmes pour le lecteur moderne, c'est qu'on
on ne sait pas où on va en lisant donc ce Shobogenzo. Est-ce que le Shobogenzo qu'on présente comme un livre qui devait être une somme du bouddhisme, est-ce que c'est un livre achevé? En fait, il se présente comme un livre inachevé, mais on dit que c'est plutôt les circonstances qui ont fait que le livre est resté inachevé, ce qui fait que ultérieurement, il y a eu plusieurs versions manuscrites avec un nombre de chapitres différents. Mais moi, en le lisant au quotidien, je me dis, est-ce que l'inachèvement du Shobogenzo n'est-il pas prémédité d'une certaine manière? On a l'impression que Dogen veut laisser inachevé son discours. Aussi, chez Dogen, il y a une réflexion sur le manque, l'incomplétude dans un chapitre qui s'appelle Canon, Avalokiteshvara, qui est le nom du Bodhisattva de la compassion, où il reprend un koan où un maître parle à un autre, donc il se donne une réponse, l'un donne une réponse à l'autre, et le premier dit ce que tu dis, fort bien dit, mais c'est simplement 80 ou 90%, sous-entendu de ce qu'il faudrait dire. Et en fait, Dogen fait tout un commentaire là-dessus en disant non, il manque pas quelque chose. Il manque pas quelque chose, c'est qu'il ne s'agit pas de tout dire, mais de dire pleinement. Il y a cette volonté aussi peut-être de laisser quelque chose qui est inachevé, qui reste comme ça, un peu dans le non-dit. Et même à un moment, je crois, il dit il y a 3 sortes de mots. Il y a les mots qui ont été dits, les mots que je dis et les mots que je ne dis pas. Dogen Zenji, 1200-1253, Maître Zen. Une émission de Bénédicte Niogret. Avec Michiko Ishigami Yagonlitzer, Bernard Faure, Jacques Brosse, Éric Romeluer. Texte lu par Florence Marguet, Hachilo Kano, Frédéric Prévost, Jacques Munier. Recherche sonore, Virginie Lebrun. Mixage, Alice Damasio, Gérard Servet. Réalisation, Isabelle Lefebvre-Huel.